and welcome to this special edition of Meet the Leader, brought to you by the Uongozi Institute here at the African Leadership Forum 2019 in Dar es Salaam, Tanzania. I'm your host, Wamaka Kifukwe. On this program, we'll be interviewing His Excellency Heri Rajaonari Mampianina, the 5th President of the Republic of Madagascar. His Excellency served from 2014 to 2018. Madagascar is famous for its biodiversity. Somewhere between 80 and 90% of its species are endemic, and totally, Madagascar accounts for about 5% of global biodiversity. Few countries face such a stark challenge between development and managing natural resources as Madagascar. And so on tonight's program, we'll be learning from His Excellency Rajaonari Mampianina about how Madagascar, under his tenure, managed these natural resources and what lessons can the world, and especially Africa, learn from those experiences. Your Excellency, welcome to the program. Merci beaucoup. So, all African leaders face this fragile tension between the environment and development. During your time as president, how did you approach this tension? En tout cas, je vous remercie d'abord de m'avoir invité à cette émission. Je vais parler de Madagascar aujourd'hui. On va parler d'environnement et une bonne gestion de l'environnement, promouvoir une bonne gestion de l'environnement. Mais avant cela, je pense que pour bien placer notre discussion, je voudrais situer un peu Madagascar dans le cadre de ce qu'on va discuter, parce que on va parler de ressources naturelles, et aujourd'hui, je peux vous dire que Madagascar est vraiment riche en ressources naturelles. Madagascar représente 5% de la biodiversité mondiale et 85% à 90% des espèces qui existent à Madagascar sont endémiques au pays. Mais malheureusement, nous vivons un paradoxe, c'est que nous sommes riches en ressources naturelles alors que Madagascar figure parmi les pays les plus pauvres du monde. Donc, ça crée une tension. C'est ça le déséquilibre entre la richesse du capital nature dont on dispose et de l'autre côté, la pauvreté de la situation. Donc, bien évidemment, cela va avoir un impact sur la gestion politique du pays. Je crois que ce déséquilibre est dû tout simplement à différents facteurs. Mais un des facteurs les plus importants, je crois, c'est la pauvreté. Parce que la pauvreté entraîne les populations à détruire cet environnement, ces ressources naturelles. Alors qu'en détruisant ces ressources naturelles, ils vont encore hypothéquer l'avenir et retomber dans la pauvreté. Donc c'est un cercle vicieux, la pauvreté, destruction des ressources naturelles. Et bien évidemment, l'équilibre est très fragile entre cet intérêt de vouloir bien gérer les ressources naturelles et de l'autre, la pression venant de ces populations qui vivent de ces ressources naturelles et donc qui sont obligées, d'une certaine manière, d'exploiter ces ressources naturelles. De l'autre côté, il faut dire qu'il y a aussi d'autres facteurs, c'est l'accroissement démographique qui constitue une pression sur l'utilisation des ressources naturelles et bien évidemment cette absence d'alternative sur l'utilisation des produits forestiers par exemple qui sont coupés pour devenir des bois de chauffe ou du charbon. Je parle surtout du charbon parce que c'est un des facteurs qui contribue à la destruction des forêts. Donc, il faut trouver des solutions à tout cela. Donc, moi, je voudrais vous dire que lorsqu'on parle de ressources naturelles, de gestion de ressources naturelles, on va vraiment dans le cadre d'une politique de développement. Et dans le cadre de politique de développement, il faut que les dirigeants arrivent justement à trouver cet équilibre qui est difficile encore à trouver, mais c'est l'objectif de tout dirigeant d'arriver à cela. Mais il y a d'autres facteurs aussi qui conduisent à
vraiment à cette réduction des ressources naturelles. Et c'est encore plus dangereux, c'est qu'il y a des trafics, donc des trafics illégaux bien évidemment, des exploitations illégales plutôt, comme là, au niveau de la pêche. Et là, les résultats sont vraiment très importants, parce que d'après une étude que nous avons effectuée, chaque année, nous perdons à peu près 500 millions de dollars au niveau des pêches illégales. Et si le pays avait 500 millions de dollars, c'est ce qu'il lui faut au moins, je dis bien au moins, tous les ans pour faire des actions de développement. Mais ces trafics aussi entraînent donc une destruction des ressources, parce qu'il y a des coupes et des exportations de bois précieux, les bois de rose. Il y a des exportations illégales d'animaux, il y a des tortues, il y a des oiseaux, etc., qui sont endémiques à Madagascar. Donc tout ça n'apporte pas des résultats positifs pour la population, mais ça apportera bien évidemment des résultats et des bénéfices pour les trafiquants et leurs groupes qui sont généralement à l'extérieur. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des mesures. On a pris des mesures au niveau légal. Au niveau légal, nous avons renforcé par exemple la loi sur la corruption. Nous avons mis en place des tribunaux spéciaux pour lutter contre les trafics de bois de rose, de bois précieux et tout ça. Donc nous avons renforcé les sanctions. Mais de l'autre côté, nous avons mis en place aussi des politiques de développement pour les populations qui vivent au niveau des ressources naturelles, au niveau de l'agriculture, au niveau de la pêche. Donc, il y a une responsabilité très forte au niveau du ministère de l'Environnement et responsable de tout ce qui est écologie, parce que je crois que c'est un défi important pour le développement que de bien gérer ces ressources naturelles. So during your presidency, how much success did you have in combating this kind of illegal natural resource exploitation? And what frustrations did you face in trying to implement some of your policies and some of your strategies? Je voudrais d'abord vous dire que c'est une lutte à moyen et à long terme, même si les effets des destructions sont à très court terme, parce que les populations qui vivent de cet environnement et la dégradation de cet environnement, c'est tous les jours. Hein. Alors que la mise en place des politiques, la régénération des forêts, par exemple, ça prend du temps. Donc, il y a ce lien qu'il faudrait faire entre la considération d'une destruction rapide et la mise en place d'une politique à long terme durable. Donc c'est ça le plus important, c'est d'avoir une politique durable, et c'était le défi que j'avais pour protéger cet environnement, mais pour aussi assurer un développement économique de la population, parce qu'en améliorant les conditions de vie de la population, je crois qu'on aura moins de pression sur l'environnement. Le problème qui entraîne des frustrations, certainement, c'est qu'on a des gros intérêts en jeu face à cette problématique d'environnement. Je parlais tout à l'heure de trafic, que ce soit des trafics de bois de rose, de trafics d'animaux et tout ça, mais derrière tout ça, ce sont des gros intérêts financiers qui sont là. Donc ce sont des gens qui ont des réseaux au niveau local, c'est-à-dire dans le pays, mais qui ont des réseaux aussi, des ramifications au niveau d'autres pays. Et c'est ça qui est un peu frustrant lorsque vous savez que le bateau qui exporte et qui transporte ces objets ou animaux illicites partent et que vous n'avez plus le contrôle sur ces bateaux-là. C'est ça qui est très frustrant. Ce qui est frustrant aussi, c'est que les acteurs qui sont complices dans cela peuvent aussi et sont aussi des citoyens, donc qui sont des nationaux.
malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, mais ça ne les excuse pas hein, nécessairement, la pauvreté les pousse à agir pour des intérêts financiers, mais je pense que ce qui est important, c'est que ces gens, malheureusement, ne sont pas conscients, c'est ça qui est frustrant, ils ne sont pas conscients de l'intérêt de ce capital environnement, ils ne sont pas conscients qu'il faut qu'ils pensent à demain, à leurs enfants, à leurs activités futures. Eux, ils ne pensent qu'à aujourd'hui, à leur intérêt d'aujourd'hui, ils vivent pour aujourd'hui, et c'est ça qui est un peu, je dis un peu, mais qui est vraiment frustrant. Your Excellency, could you give us a specific example of where there's been, a great success for you, but also an example where progress wasn't as you had hoped and where more work needs to be done? Je peux prendre, par exemple, au niveau de l'éducation sensibilisation, hein, un exemple très concret dans la région sud du pays où on éduque déjà les enfants au niveau de l'école primaire à la situation de leur environnement immédiat. La plupart des gens vivent de la pêche, donc on enseigne déjà aux enfants quels sont les différents types de poissons qui existent dans la mer, comment ils vivent, c'est quoi leur habitat naturel. J'ai pris l'exemple des langoustes, par exemple, qu'il ne faudrait pas commercialiser, c'est-à-dire manger avant qu'elles n'atteignent 12 ou 14 cm. Donc si, en pêchant, vous avez des petites langoustes inférieures à ces dimensions-là, il faut les remettre à l'eau. Même chose pour les différentes catégories de poissons. Donc, on les apprend cela dès le départ. Ils vont comprendre la vie des poissons, ils vont comprendre aussi leur habitat naturel. Par exemple, aujourd'hui, dans la plupart des régions côtières, on détruit le corail, les coraux qui sont dans la mer, parce que ça constitue des objets de décoration aujourd'hui. Donc, on les vend aujourd'hui. Mais ce qu'on dit aux enfants, c'est qu'on enseigne aux enfants, c'est que c'est un habitat naturel pour les poissons. C'est là qu'ils pondent. Donc, ça, c'est important à savoir. Dans d'autres régions aussi, on enseigne déjà aux enfants et aux jeunes qu'il ne faudrait pas détruire la forêt parce que les bois dans ces forêts-là constituent un habitat naturel des animaux qui sont sauvages pour certains, mais qui sont endémiques, en tout cas pour Madagascar. Donc, les touristes viennent là pour regarder ces forêts-là, regarder ces animaux-là. Si demain, il n'y aura plus d'animaux ou de forêts, donc ce sont vraiment les activités touristiques et liées au tourisme qui seront détruites, je dirais. Donc, c'est l'avenir de la population ou des populations qui seront en jeu à ce moment-là. Donc, ça, c'est un exemple, ou ce sont des exemples très simples. De l'autre côté, effectivement, si je prends le cas de la pêche illégale, là, on a beaucoup d'efforts à faire, parce qu'il y a des coopérations au niveau régional, au niveau international, parce que la surface marine, c'est-à-dire les zones exclusives de Madagascar, sont deux fois plus grandes que la surface terrestre du pays. Donc, on n'a pas les moyens de contrôler cela. On sait qu'il y a un bateau tel, mais dans tel endroit, par exemple, mais on n'a pas les moyens d'attraper ce bateau. C'est ça qui est frustrant. Donc, on sait que ce sont des vols, ce sont des trafics, mais on n'a pas les moyens d'agir, on n'a pas les moyens de contrôler. Donc, il y a des efforts à faire. Et on ne désespère pas que dans l'avenir, on trouvera les moyens vraiment d'agir efficacement. So when you reflect on Madagascar's history, and especially on your time as president, what do you think other African leaders, other global leaders can learn from your examples, from your successes, from your frustrations, in terms of managing natural resources for sustainable development? Je suis convaincu que chaque pays et chaque dirigeant a ses expériences propres. Hein. Moi, j'en ai eu, et je crois que
ce qu'on peut tirer comme leçon, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut que toute politique et toute volonté de vouloir bien gérer les ressources naturelles s'inscrivent dans le cadre d'une vision à long terme. Donc il faut qu'on ait une politique de gestion de l'environnement de manière durable, donc ça, mais aussi ce qui est important, c'est ça la leçon que j'ai apprise, il faut que ce processus, ces stratégies soient inclusives. Parce qu'il faut qu'on focalise toute la vision et toute la stratégie sur les populations, c'est-à-dire sur l'homme. Il faut trouver toujours cet équilibre-là. Et ça, je pense que c'est très important. On a pu constater, et je pense que dans d'autres pays aussi africains, on a constaté que le niveau faible d'éducation constitue justement une sorte d'entrave à la bonne gestion. Il y a aussi un manque de sensibilisation. Donc ça, ce sont des axes, des leçons que l'on pourrait tirer sur cette expérience-là. Ce qui est intéressant à dire, c'est que les solutions existent. Donc c'est ce que j'ai appris. Parce que quelquefois, au début, on est vraiment face au problème, on semble être désarmé face au problème, parce que les problèmes sont immenses lorsqu'on parle de l'environnement. Mais ce qui est réconfortant, c'est que les solutions existent. Donc il faut vraiment une volonté de la part des pouvoirs publics et il faut inclure tous les acteurs dans le cadre de cette volonté de bonne gestion de cet environnement et mettre en place une véritable politique de développement. So if we now looking forward, what leadership challenges do you see, do you anticipate with regards to sustainable development, and not just in Africa, the world generally? What are the leadership challenges that you see coming? Moi, je crois qu'aujourd'hui, que ce soit dans le monde ou dans le cadre des pays africains, on est conscient qu'il y a une menace sur l'environnement. Il y a une menace et d'ailleurs, une des problématiques importantes que nous avons discutées déjà, c'est sur les changements climatiques. Donc, la destruction de l'environnement entraîne aussi une pression sur le climat, mais les changements climatiques entraînent aussi, je veux dire, une pression, une destruction de ces ressources naturelles dont on dispose. Donc, face au problème, je disais tout à l'heure qu'on a des solutions. Donc, il faut vraiment un fort leadership politique. Il faut que les pouvoirs publics prennent les devants dans les actions à entreprendre. Je disais tout à l'heure qu'il y a des actions au niveau juridique qu'il faudrait entreprendre. Il y a des actions d'éducation, de sensibilisation qu'il faudrait entreprendre. Mais je crois qu'il y a aussi des actions au niveau international et régional qu'il faudrait entreprendre. Parce que je disais tout à l'heure, les trafics qu'il y a, les marchés ne sont pas dans le pays, les marchés sont dans un autre pays, à l'extérieur du pays. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une concertation, une collaboration au niveau international dans ce cadre-là pour lutter contre ces trafics-là. Donc, je pense que c'est un leadership qui doit être bien éclairé. Il faut que ça parte aussi, les intérêts et les stratégies partent de la bonne compréhension des intérêts de la base et des populations. C'est ce que je disais tout à l'heure en termes d'inclusivité. Donc, il faut qu'on pense à ces populations-là. Et je crois qu'aujourd'hui, les solutions existent. Nous avons les nouvelles technologies qui sont là. Je parlais au début de la problématique de charbon, pour laquelle on n'a pas encore vraiment trouvé les solutions. Mais moi, je ne désespère pas, parce que je crois vraiment que l'énergie solaire pourra apporter, dans un avenir proche, une solution à ce problème-là. Donc, moi, ce que je voudrais dire en termes de leadership, c'est que l'Afrique se prenne en main. Et je suis très confiant parce que
la majorité de la population africaine est jeune. Et aujourd'hui, les jeunes sont vraiment conscients de la situation, conscients de leur avenir, et les jeunes veulent prendre part à résoudre, à la résolution de ce problème-là. C'est pourquoi je dis qu'on a besoin d'un leadership, prendre en main les actions et prendre en main dans le sens où les actions doivent être des actions cohérentes, des actions pragmatiques et des actions qui sont réalisables selon des phases précises, mais il y a des actions qu'on peut réaliser dans le court terme. C'est ça qui est intéressant. Il ne faut pas rêver des grandes actions qui n'auront que des résultats à long terme, mais on peut avoir des résultats à très court terme. Donc, l'éducation fait partie de cela. Donc, il faut vraiment qu'on s'engage sur l'éducation et sur la sensibilisation. Il faut qu'on s'engage sur l'application des nouvelles technologies pour développer l'agriculture, pour développer les différentes énergies qui sont disponibles, pour développer l'irrigation, parce que ça c'est important pour l'agriculture, pour gérer tout ce qui est source d'eau, parce que ça c'est important et pour la santé et pour je veux dire les populations, et aussi pour l'agriculture et l'élevage. Donc moi je crois que il faut qu'on prenne conscience de tous ces enjeux-là aujourd'hui pour pouvoir bien appréhender le problème et trouver les solutions qui soient vraiment appropriées. So, Your Excellency, in your opinion, is there anything the world needs to do differently to address some of these challenges that you've talked about, the trafficking, the illicit exploitation and so on, at a global level? And then is there anything, maybe not, but is there anything very specific that Africa needs to do differently? Oui, je pense que aujourd'hui, on peut et on doit aborder les choses de manière différente. De toute façon, aujourd'hui, tout est transparent. Avec la présence des réseaux sociaux, du développement des communications, des télécommunications, aujourd'hui, tout se communique, tout se sait vraiment très rapidement. Donc, à mon avis, procéder autrement, c'est de dire associer tous les acteurs, tous les protagonistes à la résolution de tous les problèmes dont on parle. Il faut aussi qu'on utilise, comme je disais tout à l'heure, les nouvelles technologies. Ça, c'est important. Et il faut aussi qu'on ait des coopérations et privilégier ces coopérations au niveau régional, au niveau international. Et je pense que ça, c'est important. Je disais tout à l'heure qu'il faut que les responsables politiques prennent des décisions, assurent un certain leadership. Mais je crois qu'il y a un rôle très important de la part du secteur privé qu'il ne faudrait pas négliger, parce que ça, je crois que c'est important. L'autre approche qui doit être différenciée de ce qu'il y avait avant aussi, c'est que les problèmes se posent de manière spécifique dans chaque pays. Donc, il faut apporter des solutions spécifiques aussi pour chaque pays. Quelquefois, on peut adapter et s'inspirer de certaines expériences, mais je pense que chaque pays devrait privilégier la solution qui soit propre à chaque pays, qui convient à chaque pays. Je pense, par exemple, au développement des recherches, au niveau universitaire, les ingénieurs, etc. Donc, trouver les produits, trouver les systèmes qui soient adaptés au pays. Et c'est là l'intérêt d'avoir le secteur privé, parce que l'État peut initier les recherches au niveau des universités, mais maintenant, pour la vulgarisation des produits de recherche, il faut à la fois et l'État et le secteur privé et les ONG, par exemple, se mettre ensemble pour les aspects vulgarisation. Il faut agir différemment aussi, à mon avis, dans le sens où l'Afrique, aujourd'hui, doit se réveiller et prendre en main elle-même vraiment ses destinées. L'Afrique ne doit pas quémander, ne doit pas attendre tout simplement
les subventions venant d'ailleurs. Je pense par exemple les fonds sur le climat. Combien de pourcents des fonds destinés au climat bénéficient les pays d'Afrique? C'est peanut, comme on dit. Donc, l'Afrique doit trouver les moyens de réalisation de sa politique et de ses ambitions. Donc, on a besoin d'une ambition collective au niveau de l'Afrique, et il faut aussi que les décisions soient des décisions souveraines. Là, maintenant, il est question de la souveraineté de l'Afrique sur les ressources qui sont des ressources africaines. Donc, chaque pays devrait être souverain sur la gestion de ses ressources. Et ça, je pense que c'est très important dans l'approche pour une bonne gestion des ressources naturelles et des politiques de développement. And in your, based on your experience, do you feel that the current governance architecture at the global level really facilitates a desirable solution for what you've just described? Ben, qu'est-ce qu'on veut? On va encore créer d'autres institutions, d'autres... je crois que ce qu'on a aujourd'hui, que ce soit dans le monde ou dans l'Afrique, sont déjà relativement nombreux, les institutions, les organismes qui travaillent sur le sujet de l'environnement, de l'écologie, de développement. Le plus important, c'est de rendre les décisions au niveau, et les réflexions au niveau de ces institutions-là cohérents, et les transformer en action, et que tout le monde s'entende sur la voie à suivre. C'est ça qui est important. Donc, il faut que l'Afrique, par exemple, parle d'une seule voix sur des sujets bien déterminés, sur la politique de l'eau, de l'électricité, etc., etc. Donc, moi, je crois que aujourd'hui, on a déjà des structures qui sont là, et essayons de rentabiliser ces structures-là, quitte à appliquer de nouvelles méthodologies de travail. La démultiplication de structures n'est pas nécessairement la solution. Je pense par exemple à ce forum qui est organisé par Yongozi Institute ici à Dar es Salaam, et je crois qu'il faudrait démultiplier des forums de ce genre pour constituer des caisses de résonance pour pouvoir répandre, si vous voulez, la bonne nouvelle. And so finally, just in wrapping up the program, what advice do you have for aspiring African leaders with regards to managing our natural resources for the eventual sustainable development of the continent? Pratiquement, je n'ai pas de conseils à donner aux dirigeants des pays africains ou d'autres pays. Je crois que chacun a ses expériences, mais je pense que une mise en commun des expériences, une mise en commun des résultats des recherches, une mise en commun de constats au niveau de différents pays me semble être très important pour pouvoir avancer dans la résolution des problèmes. Donc, moi je conseille, comme je disais tout à l'heure, à ce que des forums comme ce qu'on fait à Addis Abeba soient tenus un peu partout dans le monde, pourquoi pas à Madagascar aussi, parce que Madagascar est un berceau de l'écologie. Donc, le plus important, à mon avis, c'est une prise de conscience. Et une prise de conscience, chacun en a. Mais lorsque les uns et les autres en parlent, c'est encore beaucoup plus intéressant et ça permet d'avancer beaucoup plus vite. Donc je crois qu'il faut que l'Afrique et les leaders africains discutent et se prennent en main dans la résolution des problèmes. Mais je suis certain, et je pense que je terminerai sur ça, en disant que pour moi, malgré tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui au niveau de l'écologie, au niveau de l'environnement, au niveau de la gestion des terres, au niveau de la gestion des faunes et flores sauvages, au niveau de la gestion des forêts, au niveau de la gestion
des ressources marines, tout ce qui est trafic, pêche illégale et tout ça, moi je crois que malgré tous ces problèmes-là, des solutions existent. Donc il faut une volonté commune, quelquefois, mais quelquefois au niveau d'un pays aussi, pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Les solutions existent au niveau technologique aussi, hein, comme je le disais tout à l'heure, et c'est pourquoi j'ai dit oui, ensemble, je crois qu'au niveau de l'Afrique, on pourrait vraiment agir et agir de manière efficace. On that note, thank you very much for coming on to the program, and we'd be delighted to have you back again. C'est vous que je remercie, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci.